Voilà, tu cadres bien. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on retrouve Georges Spira. On est toujours sur le chassidisme et on va continuer à parler des différentes dynasties qui composent le chassidisme. Bechavod, Georges. Merci Johan. Alors ce soir, comme on va fêter le 14 juillet, donc on va faire des danses chassidiques. C'est pas mieux ça que du bavardage? Voilà, trêve de plaisanterie. On a un carnet de famille sympathique ce soir. Géla qui vient nous annoncer la naissance d'un petit-fils. Et il est tout neuf, il n'est pas encore défripé. Donc Mazel Tov, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis il faut que j'annonce aussi le mariage d'un petit-fils de Maxime et Daniel Schiff. Mazel Tov à eux également. Là aussi, c'était pas simple parce que les avions volaient pas et les invités pouvaient pas venir. Voilà, mais ça se termine bien, c'est l'essentiel. Et puis enfin, les fiançailles d'une petite fille d'André et Simone Greenspan. Mazel Tov à eux également. Et des bonnes nouvelles comme ça, on en prend tous les jours. Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un petit résumé de ce que nous avons vu il y a 15 jours. Et nous avions terminé sur le Gaon de Vilna en parlant de son opposition farouche au chassidisme, une opposition qui s'est manifestée par des gestes vraiment violents, tels que des autodafés, notamment les autodafés des livres de Yosef de Polnoï, qui expliquaient les fondements de la philosophie du Baal Shem Tov. Il y a eu Cherem, Cherem c'est quand même très lourd, il y a eu deux Cherem sur les chassidim. On a fermé des synagogues. Enfin, bref, ça a été très violent. Et puis, on a aussi vu que le Gaon de Vilna a refusé par deux fois de recevoir Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui voulait venir lui expliquer qu'est-ce que c'est que le chassidisme et en quoi il ne représente absolument pas un danger pour le judaïsme. Mais il a refusé de le recevoir. C'est pas très bien, c'est pas très bien. Tout Gaon de Vilna qu'il soit, un personnage immense de savoir, mais bon, là, il s'est lourdement trompé, et puis il faut le dire, voilà, c'est comme ça. Voilà, et puis finalement, ça ira très très loin, puisque alors, ça ne sera pas le Gaon de Vilna, mais la génération suivante ira jusqu'à dénoncer des chassidim aux autorités russes en disant qu'ils représentent un danger pour le royaume. Voilà. Et puis, en 1804, ce conflit va se tasser, va se calmer pour deux raisons. La première, c'est que les mitnagdim vont finir quand même par comprendre que le chassidisme, c'est pas Shabtai Tzvi, c'est pas Jacob Frank, c'est absolument pas antinomique du judaïsme et d'un judaïsme très religieux. Ils ont fini par le comprendre. Et puis, deuxièmement, il y a une raison politique et géographique qui fait que c'est le début du démantèlement de la Pologne et la partie de la Pologne où résidaient les Mitnagdim est devenue russe, et là où il y avait la majorité de Chassidim est devenue polonaise. Et donc il y avait une séparation géographique qui a fait que l'opposition s'est calmée. Voilà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en 2025? Eh bien, les deux mouvements sont beaucoup plus en osmose, ne s'invectivent pas l'un l'autre. Il y a parfois des dérapages, oui, mais simplement chez certains chassidim tout à fait extrémistes, mais ça, on sera amené à en parler après. Mais globalement, ils s'entendent, alors chacun gardant sa personnalité, son identité, c'est évident, mais on n'a plus cette situation de guerre ouverte entre les chassidim et les mitnagdim. En revenant au Gaon, on avait vu qu'il avait vraiment consacré sa vie à l'étude. C'est une sommité absolue dans le savoir, évidemment, et à tel point que le Chazon Ish, qui est un Gaon contemporain, disait de lui que le Gaon de Vilna doit être classé parmi les Rishonim, c'est-à-dire les premiers grands docteurs de la loi qui ont autorité sur toutes les générations suivantes. Et puis après, je vous avais raconté l'histoire de la Chevra Kadisha de Zamoshk, dont le comportement exclusif à l'égard des pauvres de la communauté a précipité les gens vers le chassidisme. Ça n'est évidemment pas la seule raison, mais ça a été aussi une raison, entre autres, de ce rapprochement des couches populaires avec le chassidisme. Et enfin, on avait terminé
sur cette formidable intuition psychologique des chassidim que sont leurs contes. Les contes chassidiques sont une façon très simple de faire passer de très très grandes leçons de morale, ce qu'on appelle du moussard, qui est écrit dans beaucoup de livres et qui est compliqué à étudier. Ils font passer des idées puissantes avec des histoires simples. Et ça a été un formidable moyen d'éducation des foules plutôt ignorantes de la population juive de Pologne. Voilà. Et puis après, la dernière fois, on a commencé à étudier les dynasties chassidiques, puisque nous avons vu que les chassidim se développent en dynastie. Et la première d'entre elles, que nous avons vue, c'est la dynastie des Braslav. Je vous rappelle juste les grandes lignes, je ne rentre pas dans les détails. Ça a été fondé par Rabbi Nachman de Faiga, Ben Faiga, pardon. Rabbi Nachman, vous connaissez son nom, il est connu, il est très connu aujourd'hui. Et il est né en 1772, donc toute l'histoire de ces dynasties chassidiques va se dérouler à la toute fin et surtout pendant le 19e siècle, toute fin du 18e et le 19e siècle. Et c'est pas n'importe qui, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, donc il a une lignée d'origine très très grande. Il est né en 1772 et décède en 1810. Vous faites le compte, il est mort très très jeune, il avait 38 ans. Mais il a quand même laissé un assez fabuleux héritage. C'est un monsieur, c'est pas n'importe qui, il est très très prétentieux, à telle enseigne d'ailleurs que tous les mouvements chassidiques sont assez vent debout contre lui, parce qu'il a des prétentions vraiment exagérées. Il y a juste un seul chassid qui le soutient vraiment, pas n'importe qui non plus, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et qu'est-ce que dit Rabbi Nachman de cette hostilité générale? C'est la preuve qu'il est un tzaddik. Il n'y a que les tzaddiks contre lesquels on s'oppose d'une manière aussi violente. Voilà. Et puis, je disais la dynastie des Braslav, mais en fait, ça n'est pas une dynastie. C'est une fausse dynastie puisque Rabbi Nachman n'a pas de fils. Donc, il n'y a pas de descendance directe. Il n'y a pas de successeur. La cour de Braslav est établie dans une multitude de petites communautés, de petits groupes disséminés un peu partout à droite, à gauche, avec chacun son chef local, qui n'est pas le Hadmour, qui n'est pas le tzaddik, mais qui représente les idées du créateur, du fondateur du mouvement. Voilà. Et puis, cette communauté braslave, et nous allons revoir ça à de multiples exemplaires, ça a totalement décimé pendant la Shoah, évidemment. Et quelques survivants arriveront en Israël et elle va rebondir. C'est incroyable, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Elle va renaître dans les années 80, 1980, notamment par une adhésion massive de Balei Tchouva, des gens non religieux qui trouvent dans cette chassidoute quelque chose qui leur parle, quelque chose qui les anime et qui les attire. Et donc, on a énormément de Balei Tchouva parmi les Braslaves aujourd'hui. On estime le nombre d'adhérents à environ 80 000 personnes. Ces écrits, il en a laissé pas mal, sont évidemment étudiés chez les Braslaves, mais également par des universitaires. C'est dire qu'il a aussi un propos ouvert, un propos accessible à des gens qui ne sont pas forcément, ou intéressés pour des gens qui ne sont pas forcément religieux. Il y a beaucoup de sous-groupes non officiels des Braslaves. Je vous en avais cité plusieurs, dont entre autres un grand voyou qui s'appelle le rabbin Berland, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et il a un principe qui est très intéressant. Il dit que, évidemment, il faut pratiquer les mitzvot, mais il ne faut pas être trop scrupuleux, trop attaché à tous les détails des mitzvot, parce que, dit-il, les mitnagdim, à force d'être tellement scrupuleux dans les moindres détails, dans l'application des mitzvot, sont constamment dans l'inquiétude, dans l'insécurité de ne pas faire bien. Et de cette façon-là, ils passent à côté de leur vie. Or, dit-il aussi, les mitzvot n'ont pas été donnés pour votre mort, mais pour votre vie.
Et donc, il demande évidemment la pratique des mitzvot, il n'y a pas de doute là-dessus, mais d'une façon intelligente, pas à couper les pattes de mouche en quatre, par peur de faire quoi que ce soit qui ne serait pas convenable. Il y a trois principes qui régissent les braslaves. Le premier, c'est l'étude, non pas du Talmud, mais du Shulchan Aruch, donc effectivement, le code de loi pour pratiquer les mitzvot. Le deuxième, c'est la Hitbo de doute. La Hitbo de doute, alors ça, c'est tout à fait original du mouvement Braslav. C'est cette recommandation de s'isoler 1 heure par jour, soit à la maison, encore mieux dans la nature, aller se promener dans la forêt, pour pouvoir faire une introspection et réfléchir où on va soi-même et arriver à tisser un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait original du mouvement Braslav. L'Aïd Bodedout, l'étude du Shulchan Aruch, le troisième point, alors là qui est fortement critiqué par beaucoup de gens, est ce qu'on appelle le kibbutz de Rosh Hashanah. C'est le fait que les chassidim de Braslav se rendent sur la tombe du Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, quitte à laisser la femme et les enfants à la maison. Je ne porte pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais pour les gens qui y vont, ça représente quelque chose d'important et c'est largement pratiqué, vous le savez, aujourd'hui encore. Même pendant le corona, on a trouvé toutes les astuces pour tourner autour de l'aéroport en Ukraine pour arriver à aller à Ouman. Ça, c'était donc ce que nous avions vu la dernière fois. Et alors, ah oui, dans le principe des mitzvot, il disait, vous vivrez par les mitzvot, vous ne mourrez pas par eux, par elles. Voilà son principe. Donc, une approche douce. Chassidoute de Braslav, on l'a vu, on avait déjà vu la chassidoute de Lubavitch. Voyons voir la prochaine. On en a plusieurs comme ça. La chassidoute de Vizhnitz. Alors, Vizhnitz, elle a été fondée par Rabbi Menachem Mendel Hager. Rabbi Menachem Mendel Hager. Vizhnitz étant le nom d'une ville en Ukraine, à l'époque de la création de la Chassidoute, c'était la Bucovine autrichienne. Je ne vous refais pas un cours de géographie parce que la géographie du centre de l'Europe, elle n'a pas été triste entre le 19e et le 20e siècle. Très compliqué. J'ai à la maison un atlas qui date de 1905 où la Pologne n'existe pas. Et effectivement, en 1905, la Pologne n'existait plus. Il n'y avait plus de Pologne, elle avait été coupée en petits morceaux et partagée. Et elle est revenue sur la carte en 1918. Ça, c'est un détail. Donc, notre ami Rabbi Menachem Mendel Hager de Kossov. Je te dérange une seconde. Excusez-moi, voilà, on a des problèmes de liaison, si j'ai bien compris. Rabbi Menachem Hager de Kossov naît en mai 1830. Vous voyez, nous sommes là déjà dans le 19e, bien avancé. Il est fils et petit-fils de rabbin, donc il a ce qu'on appelle un yichus, un héritage. Il est l'élève du Maguid de Mézerich, Rav Dov Ber de Mézerich, donc son professeur, c'est pas n'importe qui, et il est nommé rabbin de Vizhnitz à l'âge de 24 ans. Il était très célèbre pour sa conception de la tzedaka, de la charité. Très ouvert. Et il était également célèbre pour la qualité de ses prières et son amour, je précise bien, d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. On ne parle pas de Medinat Israël, on ne parle pas du pays d'Israël, on parle de Eretz. Voilà. Alors, un de ces gens n'est pas n'importe qui, c'est le fils du rabbi Yehoshua Rokeach, qui est le Hadmour de Bels, de la cour chassidique de Bels. Très grande cour dont nous parlerons, mais pas ce soir. Il décède en 1884, là aussi, vous voyez, relativement jeune, il a 54 ans, et il est enterré à Vizhnitz, et on peut encore voir sa tombe, évidemment, aujourd'hui. Il va donner naissance à une immense lignée de rabbins. Il a beaucoup d'enfants, et donc des petits-enfants, etc. Son successeur sera Rabbi Baruch Hager. Évidemment, c'est son nom. C'est l'un de ses fils. Et puis, ainsi de suite, l'un après l'autre, un des fils du rabbin
qui a beaucoup de fils, ça va poser des problèmes, hérite du titre de Admour ou de Rabbi ou de Tzaddik d'une cour chassidique. Et nous arrivons, je saute des étapes là, parce que chaque détail, vous n'allez de toute façon pas les retenir, moi non plus d'ailleurs. On arrive à Rabbi Chaim Meir Hager qui s'installe à Bnei Brak en 1946. Entre-temps, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, les fidèles de la dynastie de Vijnitz ont été décimés. Et il s'installe à Bnei Brak, rejoint par quelques fidèles qui ont survécu. Et nous allons voir d'ailleurs que, avec d'autres cours également, que les cours, en gros, c'est pas toujours vrai, mais en gros, les cours qui ont réussi à survivre sont celles dont le rabbi a survécu. Et nous allons voir que les fidèles vont tout faire pour sauver le rabbi, quitte à ce qu'eux-mêmes périssent. C'est une idée qui est difficile à appréhender, mais concrètement, c'est vrai que les cours qui ont survécu sont celles dont le rabbi, le hadmour, le tzaddik a réussi à être sauvé. Et donc, c'est ce qui lui est arrivé, et puis quelques disciples survivants le rejoignent, on travaille, et il crée un grand réseau d'institutions éducatives en Israël et un réseau aussi communautaire. C'est un des mentors de la Agudat Israël, sachant que la Agudat Israël est un parti politique en Israël. On en entend assez parler actuellement, pas de la façon la plus élégante qui soit, mais ça c'est un point de vue personnel. C'est un des mentors de la Agudat Israël à la Knesset et c'est sous son égide que viennent les premières aides gouvernementales qui garantissent le soutien de mouvements charedim à des coalitions politiques. Vous voyez la jonction entre la chassidoute et puis, c'est pas la chassidoute, c'est les représentants des charedim qui très souvent ne sont pas sionistes. Mais ils monnaient leur soutien à des coalitions politiques moyennant des aides et des subsides gouvernementaux. On est en plein dedans actuellement, vous le savez. Bien. Il a un fils qui s'appelle Moshe Yehoshua Hager. On l'appelait Rabbi Moshele. Ouais, c'est un petit nom sympathique. Et c'est lui qui va lui succéder. Il est rabbin d'abord de Bnei Brak, rabbin Vishnitz de Bnei Brak, et Rabbi Moshele décède en 2012 à l'âge de 95 ans, donc un grand âge. Ses fils font de grands mariages, vraiment. Il a une fille qui épouse le rabbi de Tversky, c'est aussi une cour chassidique. Un fils qui épouse une fille du Belz chassid, et une fille qui épouse un fils, du rabbi de Satmar. Donc, ce sont des grands mariages entre rabbins. On va voir ça en permanence. Il y a toujours cette connivence, cette connexion entre ces grandes familles de rabbanim qui ont, il ne faut quand même pas l'oublier, en ce qui concerne les tzadikim, les admourim, sont des gens de très, très grand savoir. Après, il y a des attitudes politiques, c'est une autre affaire, mais ce sont des gens de très grand savoir. Alors, il a un frère, Rabbi Moshe Yoshua, il a un frère qui s'appelle Mordechai Hager et qu'on appelle Rabbi Motel. Et lui, il est rave à Monsey. Monsey, c'est aux États-Unis, à côté de New York, jusqu'à son décès en 2018. Ce Rabbi Motel, aux États-Unis, étudiait 18 heures par jour. 18 heures par jour. Je peux vous dire que peu de gens sont capables de faire ça. Il demandait à ses fidèles, ce qui montre d'ailleurs l'intelligence aussi de ces gens souvent, d'étudier 2 heures par jour, en disant voilà, ça il faut faire, après vous travaillez, vous faites votre boulot, vous faites ce que vous avez à faire, mais essayez d'étudier 2 heures par jour, parce qu'on ne peut pas exiger de n'importe qui d'être assis sur une chaise pendant 12 ou 15 heures par jour, et ils en étaient parfaitement conscients. Alors, la succession, c'est Rabbi Israël Hager, qui s'est marié à l'âge de 18 ans. Il est d'abord rave de la synagogue de Vijnitz, puis rave du quartier Vijnitz à Bnei Brak. Et puis, il va se brouiller avec son père.
pendant 18 ans. C'est quand même long. Pour quelle raison? Ça n'a pas d'intérêt. Et c'est suite à un accident de voiture qu'il va se rabibocher avec son père. Et alors, pendant ces 18 ans, il est ostracisé. Euh, il n'a pas voix au chapitre, il n'a aucune autorité. Quand il se rabiboche avec son père, petit à petit, il retrouve son rôle important de Admour et il sera finalement le Admour de Vignitz à la place de son frère. Un de ses rabbins aux États-Unis avait 7 fils. Il a nommé chacun de ses fils Admour d'une communauté Vignitz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Au lieu d'avoir une organisation pyramidale avec un patron en haut, voilà qu'on dissémine le pouvoir pour assurer le shalom bayit, l'entente entre les frères. Et donc chacun il a un titre de Admour dans son coin. Comme ça, il y a pas de jaloux. Et puis, il y a eu pas mal de scissions dans cette dynastie. Et pourtant, malgré tout, malgré les scissions, malgré les brouilles, etc., la dynastie, le mouvement Vignitz va se développer considérablement et dans beaucoup d'endroits. On les retrouve à Monsey, donc à New York, ça nous l'avons déjà vu, à Bnei Brak, à Jérusalem, à Londres, à Beth Shemesh. Et donc, vous voyez qu'ils sont un petit peu installés un petit peu partout. Alors, les principes qui régissent la philosophie Vignitz sont les principes du chassidisme. Des prières ferventes, c'est très important. Beaucoup de tzedaka, de bienfaisance, très très poussée, mais dans le milieu. Dans le milieu. Okay, bon, mais beaucoup d'entraide, voilà. Et beaucoup d'amour de Am Israël, donc du peuple juif. Voilà. Et puis, cette dynastie va entretenir des liens assez étroits avec beaucoup d'autres dynasties, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il y a une entente, il y a une ouverture. Et si on parle de Vignitz et de cette entente avec d'autres dynasties, c'est vraiment une illustration que le nom de ces dynasties est strictement lié à une implantation géographique. Et c'est toujours un lieu géographique qui est pratiquement toujours qui est donné à une cour chassidique, et donc chacune va développer ses traditions propres, parfois sa philosophie propre, mais le tout basé sur un fond qui sont les idées du Baal Shem Tov. Ils sont environ 15 000 membres aujourd'hui, donc une communauté importante. Et comme dit, chacune de ces cours va développer ses propres traditions. Il y en a parfois qui sont assez folkloriques. Pour l'essentiel, le dénominateur commun, c'est le Baal Shem Tov. C'est-à-dire beaucoup d'amour, beaucoup de prières, mettre plus l'accent sur la joie et la mystique aussi, la Kabbale, que sur l'étude approfondie du Talmud. Aujourd'hui, c'est un petit peu évolué quand même. Voilà. Les Vignitz ont encore une particularité. Ils ont écrit beaucoup de petites pièces musicales très inspirées de la musique folklorique ambiante, donc en Pologne, et qu'on chante encore aujourd'hui dans les Shul Vignitz, mais ailleurs aussi. Il y a un autre groupe de chassidim un petit peu similaire au niveau musical, ce sont les chassidim de Modzitz, qui ont une musique absolument magnifique, qu'on chante dans beaucoup de synagogues, chassidiques ou pas chassidiques d'ailleurs, mais ce sont de très très beaux chants. Ça, c'était Vignitz. Alors évidemment, je pourrais m'étendre encore beaucoup, mais je ne vais pas vous noyer parce que c'est assez confus tout ça. Donc on en prend une autre. Et on va voir la chassidoute de Bels. Chassidoute de Bels. Elle est fondée, je vous donne en mille, à Bels, évidemment, en Ukraine, pas très loin de la frontière polonaise, au début du 19e siècle, par un personnage qui s'appelle, un nom que vous avez déjà entendu, Rabbi Shalom Rokeach. Rabbi Shalom Rokeach, lui aussi un élève du Maguide de Mézerich. Oui, du Maguide d'Ovber. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces fondateurs de groupes chassidiques, à l'origine, ont pratiquement tous été des élèves
soit du Baal Shem Tov, soit du Maggid de Mezerich, ou encore du premier successeur après. C'est donc, ils puisent leur enseignement et leur philosophie à la source du mouvement chassidique. Il ne faut pas perdre de vue non plus que tout ce mouvement chassidique est vraiment important. En tout et pour tout, il a 2 siècles. C'est pas vieux. C'est pas le judaïsme de l'époque du Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, ça a à voir. Les fondements sont les mêmes. C'est la Torah. Après, ce sera la Mishnah et le Talmud. Oui. Et le Shulchan Aruch. Mais cette philosophie particulière du chassidisme est quelque chose qui est clairement né au 19e. C'est donc récent. Très récent. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, nous sommes aujourd'hui avec des Admorim dont le grand-père ou l'arrière-grand-père ont fondé une dynastie. C'est quelque chose de très contemporain. 200 ans, ce n'est pas grand-chose sur l'échelle de l'histoire. Donc, Rabbi Shalom Rokeach, élève du Maggid de Mezerich, et il y a 4 générations qui vont mener ces chassidim de Belz jusqu'à aujourd'hui. De fils en fils, là, nous avons une vraie dynastie. Pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'invasion nazie en 1939, lors de laquelle la grande majorité de ces chassidim seront évidemment assassinés. Et puis cette dynastie va reprendre en Israël, encore une qui va renaître littéralement de ses cendres. En 2020, Belz est présent en Israël, en Europe, aux USA, et de façon très massive. Des mouvements très importants. Le fondateur, Rabbi Shalom Rokeach, est connu sous le nom de Sar Shalom, et il est intronisé rabbin de Belz, rabbin, rien à voir avec le chassidisme là, en 1817. Il participe à la construction d'une immense synagogue qui sera inaugurée en 1843. Pourquoi je vous parle de cette synagogue? Quand je vous parle de quelque chose d'immense, c'est un bâtiment qui peut contenir 5000 personnes. C'est immense, vraiment. Et cette synagogue est crénelée, comme un château fort. Elle a des murs d'1 mètre d'épaisseur. Et quand les nazis arrivent à Belz, ils veulent y mettre le feu. Après, ça ne marche pas. Après, ils essayent de la dynamiter. Puis ça ne marche pas non plus. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça se termine d'une façon tout à fait dramatique, puisqu'ils contraignent les Juifs de Belz à démonter cette synagogue brique par brique, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Je vous laisse deviner le sort de ces Juifs après la destruction de leur synagogue. Ça, c'est le départ. On saute 2 générations et en 1926, Aaron Rokeach, qui a 49 ans, est le nouveau Rebbe, le nouveau tzaddik, le nouveau Admour de Belz. Il est en 1926. En 1942, il est en tête de liste des rabbins qui sont poursuivis par la Gestapo. Recherché par la Gestapo parce que c'est un homme de conviction et également de conviction politique. Alors, il se cache et des belles-sœurs installées déjà en Suisse, aux États-Unis et en Angleterre vont envoyer des fonds pour extrader le rabbi. C'est de nouveau la même histoire. On essaye de sauver le rabbi. C'est comme quand une synagogue brûle, la première chose qu'on essaye de sauver, c'est le Sefer Torah. Mais dans ces cours chassidiques, c'est la même chose pendant la Shoah. La première chose qu'on essaye de sauver, c'est le rabbi. Parce que sur lui repose la renaissance. Ils ne savent pas encore où ils vont exactement, mais sur lui va reposer la renaissance du mouvement. Et donc, on envoie des fonds pour l'extrader, lui et son frère, qui s'appelle Rabbi Mordechai de Bilgoraï, qui a 22 ans de moins que Aaron Rokeach. 22 ans, c'est important, vous allez voir pour la suite. Alors, il y a de multiples évasions, et finalement, le duo finit par être exfiltré vers la Hongrie, et ça c'est encore une histoire à dormir debout, par le chef du contre-espionnage hongrois,
sur ordre du régent Horthy, hongrois. On est là en 43. Et Horthy était, on ne va pas dire qu'il était favorable aux Juifs, mais il n'était pas anti-juif. Voilà. Alors pour les sortir de là, ils sont obligés de raser leur barbe, de couper leur péote, évidemment, et on leur fait revêtir un uniforme de général russe pour dire au passage qu'on a capturé 2 soldats russes, 2 officiers, qu'on les amène à Budapest pour les interroger. C'est comme ça qu'on a pu les exfiltrer de Pologne. Voilà. Et donc, ils arrivent à Budapest, et après 8 mois, c'est-à-dire 2 mois avant le début des déportations des Juifs de Hongrie. Vous savez que les Juifs de Hongrie n'ont été déportés qu'à partir de mars 1944. Et en 4-5 mois, on a exterminé à peu près 500 000 Juifs, rien que de Hongrie. Donc, il réussit à sortir 2 mois avant le début des déportations, et les deux partent pour la Palestine, munis d'un certificat de l'agence juive qui avait beaucoup de mal à obtenir des certificats des Anglais. Vous savez qu'il y avait le livre blanc et que les Juifs n'avaient pas le droit de venir en Palestine. Donc, ils ont obtenu un certificat. J'imagine que les pots de vin ont dû pleuvoir pour obtenir toutes ces aides, mais voilà, on a sauvé le rabbi et également son frère. Quand même savoir que Rabbi Aaron Rokeach a perdu toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, toute sa belle famille, et son frère également a perdu sa femme et ses 2 enfants. Tout le monde a été exterminé. Donc il se retrouve 2 veufs en Israël. Ils vont se remarier, mais seul Mordechai, donc le plus jeune, aura un enfant qui s'appelle Issachar Dov Rokeach, qui naît en 1948. Issachar Dov Rokeach à retenir parce que c'est celui qu'on va retrouver maintenant. Et puis, brusquement, son papa, Mordechai, donc le plus jeune des 2 frères, décède brusquement à l'âge de 47 ans. Et là, son frère aîné, Rabbi Aaron Rokeach, qui était donc le Hadmour, prend son neveu sous son aile pour le préparer, pour le former à être le prochain Rebbe. Parce que on dit que c'est un héritage, oui, mais c'est un héritage qu'il faut mériter. Il y a beaucoup d'études à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre, je crois que c'est Chaim Potok, qui s'appelle L'élu, où on voit comment un rave d'une cour chassidique comme ça forme son fils pour prendre la succession. Bon, ça n'a pas marché, ça c'est une autre histoire, mais on voit très bien cette formation qui est très, très dure, qui est difficile. Donc, on va devenir admour, oui, peut-être, tzaddik, un poste très enviable, mais il y a un prix élevé à payer au moment de l'éducation. Donc, il prend son neveu sous son aile pour le former, pour être le futur Rav de Belz. Cette chassidoute est presque totalement anéantie. Il y a d'autres cours chassidiques qui également ont été vraiment anéantis et dont le rabbi n'a pas été sauvé. Et on va voir beaucoup de chassidim, d'autres mouvements chassidiques, rejoindre Belz pour reformer un mouvement qui a un petit peu de corps, un nombre de membres un petit peu significatif. Et donc, on a beaucoup, je vous avais dit qu'il y a plus de 80 dynasties chassidiques, beaucoup de ces dynasties vont disparaître dans la Shoah, mais vraiment disparaître, anéanties, n'existent plus. Quelques-unes vont survivre et c'est leurs histoires que je vous raconte. Voilà. Alors, justement, c'est le cas de Belz, de Gour, dont je ne vous parlerai pas ce soir, de Satmar, dont on va peut-être parler un peu tout à l'heure, ont survécu grâce à leur Rebbe. Donc, Rabbi Aaron Rokeach est un des chefs des Haredim en Israël. Il crée des écoles, des yeshivot, à Tel Aviv, à Bnei Brak, à Jérusalem, et le rabbi installe son beddin, son tribunal rabbinique, à Katamon, là d'où je vous parle. Pas la même maison, hein, mais dans le quartier. Voilà, et puis il va construire une grande yeshiva, très très grand bâtiment sur une colline derrière Shaharei Tzedek en 1957. Très grande yeshiva. Et à son décès, c'est son neveu qui l'a pris sous son aile, rappelez-vous, qui a 9 ans. Ouais, mais il est un peu jeune pour être Rebbe.
9 ans, c'est quand même un peu court. Alors, la cour de la chassidoute de Belz n'aura pas de Rebbe pendant 9 ans. Et à l'âge de 18 ans, ce garçon va endosser son titre de Hadbourg, épouser la fille du Rebbe de Vignitz, c'est pas rien, une des filles du rabbi de Vignitz, le rabbi Yehoshua Hager, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a un héritier qui naît en 1975, qui s'appelle Aaron Mordechai Rokeach. Voilà cette dynastie. Alors aujourd'hui, on trouve les Bells en Israël, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ils ont une formidable organisation d'entraide entre eux, toujours. Un très grand centre médical à New York qui est ouvert à tout le monde. C'est important, ça, c'est aussi une originalité. On aura un autre mouvement comme ça, les Chassidim de Sens, mais je ne vous en parle pas ce soir, qui ouvre un hôpital que vous connaissez, qui est l'hôpital Laniado à Netanya. Ça, c'est ici en Israël. Donc, il y a un intérêt à la médecine et une ouverture de cet hôpital à tout le monde. Et de quelques dizaines de familles en 45, ils sont aujourd'hui en 66, plus de 10 000 familles en 2024. C'est donc une grosse chassidoute. On les trouve aussi en Angleterre, à Stamford Hill et à Manchester. Ces belles chassidim, ils ont quand même une histoire un peu particulière parce qu'on en trouve aux États-Unis dès le 19e siècle. Ça, c'était pas courant. Les autres dynasties chassidiques n'ont pas essaimé à l'étranger, quelques-unes, mais pas grand-chose, dès le 19e. C'est-à-dire que, alors que les Juifs étaient encore à peu près corrects en Pologne, il y en a qui sont déjà partis, heureusement, et ont fait souche, notamment aux États-Unis et au Canada. Dès le 19e siècle, donc vers 1890 à peu près, le troisième rabbi va s'installer aux États-Unis, à Borough Park, à Brooklyn, État de New York. Aujourd'hui, on trouve là-bas 12 synagogues belges et une vingtaine de rabbins. C'est une des communautés chassidiques les plus importantes de Brooklyn, plus importante que Vignitz et que Gour. On les trouve également à Williamsburg, à Muncie, à Lake Worth, Montréal. Ils organisent des camps d'été pour la jeunesse, etc., etc. Donc c'est vraiment une organisation sociale très importante et communautaire également. En 2000, l'an 2000, ils inaugurent à Jérusalem une nouvelle synagogue immense. Et ça, beaucoup d'entre vous la connaissent. Ça se trouve dans le quartier justement des Belges. C'est derrière la Tachanat Merkazit. C'est une immense synagogue. À tel point que dans l'Aron HaKodesh, on peut loger 70 Sefer Torah. C'est pas rien, 70 Sefer Torah dans l'Aron HaKodesh de cette choule de Bels, qui se trouve donc un quartier qui s'appelle derrière la Tachanat Merkazit. Donc, tu sais comment ça s'appelle, Lily? Eh si, c'est un quartier très religieux. Il y a les Belges, il y a les Gours. Bon, c'est pas grave. C'est à Jérusalem, la première à droite, après le feu rouge. Voilà. Ça, c'est cette choule, est inaugurée donc en l'an 2000. Très, très grande synagogue, avec évidemment un logement pour le rabbi également. Voilà. En Israël, ils ont une douzaine de yeshivot. C'est pas rien, 12 yeshivot. Ça, il faut les entretenir, il faut les faire tourner. Et chose très intéressante, le rabbi de Pels ne fait pas que encourager, il demande qu'on enseigne les mathématiques, les sciences, l'anglais et l'ivrite. Ce n'est pas le cas de toutes les cours chassidiques. Mais en ce qui concerne les Belges, ils sont en prise avec la réalité économique et sociale du pays, et c'est la deuxième cour chassidique en Israël quand même. Et puis il y a une raison tout à fait importante à ça. Que dit le rabbi de Belge? Il faut gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, eh ben, il faut un peu de mathématiques, un peu de sciences et il faut parler l'ivrite. C'est le simple bon sens. Et ceux qui refusent ce bon sens, ben, ils se trompent, me semble-t-il. La chassidoute de Bels.
On va encore en faire une, la chassidoute de Gour, les Ger Chassidim, un autre groupe. Alors, Ger s'appelle aujourd'hui, encore un lieu, hein, évidemment, c'est une ville. Et vous allez voir, c'est une ville qui a une drôle d'histoire. Ger s'appelle aujourd'hui Gora Calvaria et se situe à 25 km de Varsovie. Alors que ça n'était qu'un village, Gora, ça veut dire un village, en 1670. Ah, on fait un grand saut en arrière. On lui a donné un nouveau nom. Ce nom, c'était Nova Hierozolima. Vous arrivez à traduire ça? La Nouvelle Jérusalem, 1670 en Pologne. C'est dire combien il va y avoir de juifs dans ce petit village de Gora, de guerre, et pour lui donner ce nom de Nouvelle Jérusalem, nom officiel. Ce n'est pas un nom qu'on se donnait entre les juifs, c'est un nom officiel du royaume de Pologne. Voilà. Et d'ailleurs, l'urbanisation progressive de ce petit village est directement inspirée de cartes médiévales de Jérusalem, de dessins de Jérusalem datant du Moyen Âge. Et on s'est inspiré de ça pour l'architecture de cette petite ville. Et ça ne va pas durer très longtemps. Début du 18e, 1710, 1715, les Juifs sont exclus de guerre et interdits d'y habiter. Fini, terminé, il n'y a plus de Juifs. La Nouvelle Jérusalem, eh ben, c'est le nouveau Vatican. Voilà, c'est terminé. Et puis, début du 19e, les choses évoluent. Là, nous étions début du 18e. Début du 19e, vers 1810, 12, ils ont de nouveau le droit de venir y habiter. Et Ger devient un centre du chassidisme avec 100 000 membres de différentes cours chassidiques, mais essentiellement de Ger chassidim. Ils sont la grande majorité des habitants de la ville jusqu'à la guerre. En quelques jours, ils sont tous massacrés à Treblinka. Toute la communauté juive de guerre est massacrée à Treblinka. Quand je vous dis ça, ces cours, ces ensembles de fidèles tellement importants, tellement nombreux, on a perdu, c'est inimaginable ce qu'on a perdu. On n'arrive pas à le mesurer, le quantifier, l'imaginer. C'est un monde qui a été englouti pendant la Shoah. Voilà, toute une ville, 100 000 membres, exterminés. Voilà. Et puis, aujourd'hui, eh bien, les chassidim de Gour, qui ont rebondi, encore une fois, sont surtout installés à Jérusalem. Ils sont environ 13 000 familles, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est quand même un chiffre important déjà. Et c'est une des grandes cours chassidiques en Israël. On les trouve également à New York, Los Angeles. Vous retrouvez toujours un peu les mêmes villes, hein. Là où il y a des juifs religieux, il y en a d'autres qui viennent s'installer parce qu'il y a toutes les structures. Il y a de la viande, il y a des mikvaot, il y a, voilà. On les trouve à Toronto, on les trouve à Londres, et là, pour Londres, il y a une étude intéressante de Claire Dana Picard qui a étudié un petit peu leur implantation à Londres, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, leur histoire, hein, la raconter leur histoire. Ce mouvement des chassidim de Gour, ou de Ger, on les appelle chassidim de Gour, commence avec Rabbi Yitzhak Meir Rothenberg, le fondateur, qui est né en 1799 en Pologne et qu'on appelle le Chidouché Harim. Rabbi Yitzhak Meir Rothenberg, c'est pas n'importe qui. C'est un descendant direct du Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg. Ça vous dit quelque chose, ce monsieur? Le Maharam de Rothenburg est ce rabbin qui, au XIIIe siècle, a été arrêté par Rodolphe Ier, empereur d'Allemagne, alors qu'il était sur le chemin pour partir vers l'Italie. Il a été emprisonné dans un petit village près de Mulhouse, c'est en Alsace, qui s'appelle Ensisheim, contre une rançon. C'est intéressant parce que nous sommes dans une situation un peu équivalente aujourd'hui. Il ne s'agit pas tout à fait de rançon, mais c'est un peu parallèle. Et il a strictement interdit à ses fidèles de payer la rançon en disant, si vous payez, ça deviendra un système pour les chrétiens
pour avoir de l'argent sur notre dos. Il le leur a strictement interdit. Et Rabbi Meir de Rothenburg est mort en prison à Ensisheim, et il avait dit à l'avance, on ne paye pas non plus pour ma dépouille. Et effectivement, ils ont demandé la rançon pour la dépouille. Ils n'ont pas payé. Jusqu'à ce que vienne un bienfaiteur qui s'appelait, je crois, Liefenstahl, mais je ne veux pas être tout à fait affirmatif, qui a dit, je ne rachète pas, je ne paye pas pour la dépouille de Rabbi Meir de Rothenburg, je paye pour être enterré à côté de lui. Et donc, il a payé la rançon. C'était un moyen de contourner l'interdiction du Rav. Il a payé la rançon et effectivement, Rabbi Meir de Rothenburg et son bienfaiteur sont enterrés côte à côte dans le cimetière de Worms en Allemagne, un des rares cimetières juifs qui n'a pas été dévasté par les nazis. Ils l'ont conservé pour garder un exemple de ce peuple complètement dépravé que nous avons réussi à éradiquer. Et donc ce cimetière très ancien, 14e siècle, hein, 14e siècle, c'est pas d'aujourd'hui, est à Worms, et les deux tombes, on peut les visiter encore aujourd'hui, sont côte à côte dans ce cimetière de Worms. Donc, Rabbi Yitzhak Meir de Rothenberg est un descendant direct du Maharam de Rothenburg. Il s'est marié à l'âge de 13 ans, très jeune quand même. Il réside à Varsovie chez son beau-père et va étudier à la yeshiva, où très très rapidement, on le considère comme Iloui. Un Iloui, c'est un génie dans l'étude. Donc, vous dire le niveau de ce jeune homme, très jeune homme, et qui effectivement, à l'âge de 17 ans déjà, publie un livre de Chidushim, donc de nouvelles approches, de nouvelles explications sur plusieurs traités du Talmud, à 17 ans. Il a étudié le Talmud et il commente déjà le Talmud avec des Chidushim, des commentaires nouveaux, des idées nouvelles. C'est un posek halacha, donc un décisionnaire pour les lois qui est encore évidemment étudié de nos jours, et il aura eu plusieurs maîtres, dont le premier sera le premier admour de cette dynastie, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et voilà, ça c'est un de ses maîtres essentiels. Alors, quand il va terminer, il refuse de vivre du rabbinat, parce qu'on ne vit pas de l'enseignement de la Torah, ce n'est pas moral, ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Et donc, il va travailler dans une usine qui fabrique des talites. Il a travaillé là-bas pendant pas mal d'années. Et ensuite, il va ouvrir un magasin de dentelle. C'est un grand Talmid Chacham, mais un mauvais homme d'affaires. Alors, il va faire faillite et il n'a plus de boulot. Mais il ne veut pas être rabbin. Alors, la communauté de Varsovie va le nommer Rosh Yeshiva et Av Betin. Donc, président du tribunal rabbinique et Rosh Yeshiva, c'est un enseignant, c'est pas un rabbin, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une nuance. Le Rosh Yeshiva ne rentre pas théoriquement dans les marloquettes communautaires, c'est pas son affaire. Lui, il est là pour former des élèves et leur enseigner le Talmud. Alors, c'est pas un homme anonyme, hein. Il va soutenir la révolution contre le tsar en 1831, une révolution qui va échouer et va être obligé de s'enfuir. Et pour s'en sortir, il va changer son nom. Il s'appelait, rappelez-vous, Rabbi Rothenberg, n'est-ce pas? Il va changer son nom et s'appelle maintenant Rabbi Yitzhak Meir Alter. Alter, un vieux, voilà, Alter, c'est son nouveau nom. Il va s'opposer un peu plus tard à un édit interdisant l'habillement traditionnel des Juifs, un édit soviétique. Il interdit également la tenue qui sera imposée par le tsar. Alors ça lui vaut d'être arrêté, emprisonné, mais il y a une telle pression que assez rapidement il sera relâché. Et à l'inverse de son maître c'était Rabbi Mendel de Kotsk, qui n'était pas rien, un homme extrêmement sévère et très extrémiste dans son enseignement, lui pousse à beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et beaucoup de rapprochement entre des gens d'opinions
diverses et différentes. Rav Alter est quelqu'un qui recherche, là aussi, Darkei Shalom, les chemins de la paix. Il sera nommé Admour à la place de Rav Mendel de Kotz quand il décède, et il va s'installer à Gour avec des milliers de disciples. À Gour, son père autrefois avait été rabbin, pas chassidique, rabbin de la communauté de Gour. Donc il retourne là-bas, et Gour va devenir un centre de la chassidoute en Pologne. Il a l'esprit vif de Rabbi Mendel de Kotz, c'est-à-dire un esprit extrêmement aiguisé dans l'étude du Talmud, en même temps qu'un côté populaire, sympathique, gentil, doux, accueillant, pour les masses populaires qui n'ont pas forcément son niveau et qu'il reçoit avec énormément de bienveillance, à l'image du José de Lublin ou du Rav de Kosnitz, ses anciens maîtres. Alors, ces principes, ben, c'est l'étude de la Torah. Avant, nous avions, avec Braslav, l'étude du Shulchan Aruch. Là, non, c'est l'étude de la Torah et du Talmud. Donc, chose très, très classique. Et il dit une chose qui n'est pas dans les principes du Baal Shem Tov. Il appartient au fidèle de trouver par lui-même le chemin d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas le tzaddik qui va trouver le chemin pour lui. Le tzaddik n'est qu'un guide sur cette voie. Ça, c'est une différence fondamentale parce que Braslav ou Bels, le tzaddik, c'est l'autorité, c'est une espèce d'intercesseur, c'est un intermédiaire. Lui, non. Le tzaddik, ça n'est rien que quelqu'un qui t'aide à aller sur la voie pour trouver Akadosh Baruch Hu. C'est une différence de philosophie fondamentale. On va trouver ça dans différentes cours chassidiques. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs leur différence de l'une à l'autre. Il y a des traditions visibles de vestimentaires, de chants, de danse, de tfilotes. Et puis il y a des différences politiques aussi, nous allons le voir notamment avec le sionisme, et des différences philosophiques qui sont quand même de taille. Là, il dit bien, moi je suis rien, je suis juste quelqu'un qui te permet de trouver ton chemin. C'est tout. Un enseignant. Et à l'autre. Lui aussi étudie, dort 2 heures par jour, vous voyez que c'est pas beaucoup. Il va décéder en 1866. Il aura eu un drame majeur dans sa vie, un drame horrible. Il avait 13 enfants qu'il va tous perdre l'un après l'autre. Soit de maladie, soit d'accident, etc. Il perd ses 13 enfants. Imaginez ce que ça veut dire. Il n'a plus d'enfants. Ces 13 enfants décèdent. Des enfants qui ne sont plus des petits-enfants, hein. Il y en a qui sont mariés, à tel point que c'est un de ses petits-fils qui va être nommé Admour, qui va reprendre le flambeau, et qui va être nommé tzaddik de cette cour. Rabbi Yehuda Leib Alter, son petit-fils. Ah, ça, c'est pas n'importe qui. Vous le connaissez, mais sous un autre nom. Le Sfat Emet. Ça vous dit quelque chose. Sfat Emet est un livre fondamental, largement étudié encore aujourd'hui, de commentaires du Talmud. Le Sfat Emet, donc un personnage essentiel encore de nos jours. Alors, il est né en 1847 à Varsovie et il est désigné avant sa mort par son grand-père à l'âge de 19 ans et nommé officiellement Admour à 23 ans. Il dirigera le groupe jusqu'à son propre décès en 1905, c'est-à-dire pendant 35 ans. C'est pas rien, 35 ans, c'est une longue période. Sa grande œuvre, qu'on vient de citer, c'est le Sfat Haemet, expose ses idées sur la Torah et le Talmud. Lui aussi, c'est un personnage extrêmement touchant. Et il est très attaché à ses fidèles, très inquiet de leur sort. Et on raconte que pendant la guerre russo-japonaise, ça c'est au début du XXe, beaucoup de ses élèves ont été enrôlés. Et pendant toute la durée de la guerre, ils craignaient pour leur vie. Et pendant tout ce temps, il dormait tous les soirs par terre, enveloppé dans son manteau qu'on retrouvait le matin, humide de ses larmes. Voilà. Alors c'était cette histoire-là, un an avant son décès. Donc quelqu'un qui est attaché à ses fidèles, qui
qui est proche de ses adeptes, un grand personnage, Sfat Haemet. Il a 4 fils. Rabbi Abraham Mordechai Alter, qui sera son successeur. Rabbi Moshe Betzalel Alter, qui sera déporté. Rabbi Nehemia Alter et Rabbi Menachem Mendel Alter, également rabbin à Kalish. Alors, Rabbi Abraham Mordechai Alter, c'est celui qu'on appelle le Imre Emet. Avant, on avait le Sfat Emet, lui, c'est Imre Emet. Il naît en 1866. Il est investi profondément pour le peuple juif, là encore. Réussit à quitter la Pologne après l'invasion nazie en 1939. Et il s'installe à Jérusalem, où il continue son œuvre jusqu'en 1948. Voilà. Il a 5 fils, dont l'un qui s'appelle Rabbi Israël Alter, qu'on surnomme le Scharfer Rebbe, le rabbin fort, dur, tranchant. Rav Israël Alter, qui sera rabbi de Gour jusqu'en 1977, date de son décès. Il est surnommé aussi Beis Israël, la maison d'Israël, pour vous dire la proximité avec leurs fidèles. Lui, il était né en 1894, il avait quitté l'Europe en 1939, et sa femme et ses 2 enfants avaient été également assassinés par les nazis. Après la guerre, il rassemble autour de lui les quelques restes de chassidim qui ont réussi à survivre, et c'est son frère, donc lui va décéder, c'est son frère qui s'appelle Rav Simcha, qui va lui succéder. Alors ce frère, Rabbi Simcha Bunim Alter, à la nomination de son frère aîné, comme Adour, était parti vivre, ça je vous le donne dans le mille, à Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est pas banal, on est en 48. Hein. Et puis ensuite, il va s'installer à Anvers. Et finalement, à la mort de son frère, il accepte qu'on le nomme Admour, bien qu'il est déjà âgé de 81 ans, ce qui est quand même pas très jeune, et il va décéder en 1992. Son œuvre, lui aussi, a écrit un livre qui s'appelle Lev Simcha. Il a un fils, il en a plusieurs, qui s'appelle Yaakov Aryeh Alter. Vous voyez que c'est vraiment une dynastie de père en fils. Et c'est l'actuel rabbi. Rabbi Yaakov Aryeh Alter. Mais avant que Rabbi Yaakov Aryeh Alter arrive à ce poste, il y a eu le dernier frère de la fratrie d'avant, Yaakov Aryeh, qui est nommé Admour. Il s'appelle Pinchas Menachem Alter. C'est le frère de celui qui était décédé avant, et donc le dernier frère de toute cette fratrie. Il est nommé en 92, à la mort de son frère, c'est un peu compliqué, je sais, mais pour vous dire que c'est une affaire de famille, voilà. Mais il décède rapidement en 1996, donc 4 ans, et c'est à ce moment-là que Yaakov Aryeh Alter va avoir le titre de Admour définitivement. Il est enterré à côté de son père, dans la cour de la yeshiva Sfat Haemet. Lui aussi, il a écrit un bouquin qui s'appelle Pnei Menachem. Rabbi Pinchas Menachem était très lié, donc le dernier frère de la fratrie, avant l'actuel Admour. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous raconte maintenant. Il était très lié avec le Rav Schneerson, le Admour des Lubavitch, à New York. Ils communiquaient beaucoup ensemble et de concert avec le rabbi. Pourtant, ce sont 2 cours totalement différentes. Mais de concert avec le rabbi, ils ont promu l'étude de Rambam, Maïmonide, dans tous les cercles d'études en Israël. Je vous rends quand même attentif que Rambam, par tous ses livres, mais notamment le Moche Nevuchim, le Guide des égarés, est pratiquement interdit dans les mouvements lituaniens, dans les mouvements mitnagdim. On n'étudie pas le Moche Nevuchim. C'est un livre de philosophie, ça n'a rien à faire là. Alors les autres, le Mishneh Torah de Rambam, oui, mais pas le Moche Nevuchim. Eh bien, Rav Schneerson et ce Rav de Gour vont décider de promouvoir l'étude de Rambam
dans tous les cercles d'études en Israël. Ce dernier frère sera également président de la Agudat Israël, donc il est impliqué dans la politique d'Israël. Il y a aujourd'hui plus de 120 institutions de la cour de Gour, 23 000 élèves, c'est considérable. Ils ont joué un rôle essentiel dans le développement justement de ce parti de la Agudat Israël. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au départ, la Chassidoute de Gour était résolument opposée au sionisme. Et avec le temps, ils ont une approche beaucoup plus modérée aujourd'hui. Ce n'est pas des sionistes très, très, très militants, mais ils n'ont pas cette opposition de principe comme on va la trouver dans d'autres cours chassidiques comme les Satmar, les Neturei Karta, etc., dont nous parlerons la prochaine fois. L'actuel Admour Rav Yaakov Aryeh Alter a développé lui également sa communauté. Il est un très, très grand Talmid Chacham. Il a cette réputation d'être vraiment très, très calé, et tout en respectant les principes du chassidisme, parce que ceux-là, ils sont essentiels, on y reste attaché. Il incarne clairement la continuité de la tradition et un héritage spirituel. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, c'est dans 15 jours. On va parler, alors ce sera un cours un petit peu qui va nous agacer les dents, mais il faut le faire quand même. C'est les Satmar, les Neturei Karta, les Shomrei Emunim, les Toldos Aaron, les Toldos Tisrak. C'est une sacrée clique, mais il faut en parler parce qu'ils sont là, ils existent, ils font pas mal de bruit. Voilà, voilà. Ouvrez les micros. Si vous avez des questions, vous ouvrez les micros. Si je sais répondre, je réponds. Merci. C'est compliqué, hein? Alors, Merci. je ne rentre pas trop dans les détails parce que on peut faire 4 heures de cours sur chaque dynastie. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires de famille. Il y avait une belle-mère qui disait que là où il y a des hommes, il y a des comportements humains, même chez les chassidim. Alors, je voulais juste faire une réflexion. Je me posais la question quand tu disais qu'il y avait une synagogue qui était synagogue de Belz, qui était combien de places? 5000 places 5000 places, oui. 5000 places. Comment on peut prier Oui. dans une synagogue avec 5000 personnes? Je ne sais pas moi. Je crois qu'il y a, ah oui, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Mais en fait, je crois qu'il y a une telle participation de la communauté à la tfila que le Chazan, le Shaliach Tzibour, il a un petit rôle là-dedans. Tout est chanté, l'essentiel est chanté, et il y a une foi et il y a une extase dans ces synagogues dont on pourrait largement s'inspirer. Ce sont des offices qui sont vraiment remarquables, remarquables. Alors oui, c'est vrai. Il faut avoir une sacrée voix pour couvrir une foule de cette importance, mais c'est peut-être pas tellement important parce que c'est la communauté qui prie. C'est pas le Shaliach Tzibour. Ouais, c'est ça la différence. Oui, je pense que ça, c'est vraiment important. Faut voir, ces offices, ils sont touchants, ils sont prenants, ils emportent la communauté. Et tout le monde chante avec, et tout est chanté. C'est quelque chose de très beau, hein, quelque chose de très beau. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? 36. Bon, bah alors ça marche. C'est un petit peu compliqué, je sais, Alors, mais merci Georges, c'était très intéressant, très intéressant. merci Maxime. Merci. Merci, c'est super. Je suis arrivée un peu en retard, mais bon. Allez, vaille qu'on puisse se rappeler tout ça. Ouais. C'est difficile, c'est difficile. Moi, j'ai des notes, hein, je triche un peu là. Mais c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment être dans une dynastie et un chassid pour connaître toute l'histoire. Parce que c'est l'histoire d'une dynastie, c'est l'histoire d'un fidèle de cette dynastie. Il la connaît sous le bout des doigts. Vous demandez à un rabbinique, il va vous raconter toute l'histoire depuis Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Mais je ne fais pas partie d'une cour chassidique. Et donc,
Et là, je vous raconte beaucoup d'histoires différentes. On va encore en faire quelques-unes parce que c'est passionnant, c'est passionnant. Ouais. Il y a des chassidoutes dont on n'a jamais entendu parler. Là, j'ai une copine qui m'écrit qu'elle est tzetsaïte, les chassidoutes pshisra. Oui, ah, mais il y en a plein dont vous n'avez pas entendu parler. Si ça vous intéresse, je vous donne la liste la Hein? prochaine fois. Non, non, c'est trop compliqué. Mais je ne vais pas les développer, mais il y a à peu près 80 cours chassidiques. 80. Alors, il y en a qui se recoupent parce que quand deux frangins ne sont pas tout à fait d'accord, alors on crée deux cours chassidiques. On prend un autre nom, puis on va. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a tellement d'ailleurs. Et puis, Marie il y a entre quand même eux. des petits mouvements chassidiques qui ont disparu pendant la Shoah, il n'y a pas de doute. Est-ce que parfois il y a une histoire de Elle Yichus, mais ils est- se marient entre eux? J'entends pas. J'entends pas. Il y a des histoires de Yichus, mais est-ce qu'ils se marient entre eux d'une chassidoute à l'autre? Ah oui, 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 c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, On avait. l'Admour, enfin les enfants d'un Admour, ils vont faire des grands mariages. Le fils du Satmar, le fils du Vijnitz, la fille de Skevnik, etc. Et ils font des très grands mariages. Il y a des photos, par exemple, je ne me rappelle plus le nom de cette ville en Allemagne, où on voit avant la guerre des grands chefs de cour chassidiques marcher dans la rue. Ils sont 5 ou 6 bons hommes, chacun avec son streimel ou son manteau. Chacun est le chef d'une cour et ils s'entendent, ils discutent. Et il n'y a pas d'opposition obligatoire. La base de leur philosophie, elle est la même pour tous. C'est le Baal Shem Tov. Après, chacun dans son coin a développé des traditions vestimentaires, des traditions de prière, des traditions musicales et parfois aussi un développement philosophique un peu différent les uns des autres. Le summum de l'abjection, on le verra la prochaine fois, mais il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, c'est les Neturei Karta qui sont allés à un congrès de révision sur la Shoah en Iran Ouais, pour avoir une nouvelle lecture de la Shoah. ouais. Ça, c'est l'extrême abominable qu'on a, mais il faut en parler, il faut le dire, parce que ça existe. Mhm. Alors, mais c'est un petit groupe, mais il existe et il fait du bruit. C'est ceux qui sont allés prier pour la santé de Arafat à Paris quand il était en train de mourir à l'hôpital. Voilà, Les histoires de Yichus, ça marche encore maintenant, hein. On a des absolument. copains qui se marient avec un chassid de Lubavitch et il faut absolument qu'ils aient un grand-père qui, un oncle qui. Tout à fait vrai. C'est encore vrai aujourd'hui. Le yichus, c'est-à-dire la qualité de l'héritage spirituel dans la famille, est toujours encore important aujourd'hui dans certains milieux, clairement. Moi, Absolument. je suis quand même très étonnée du rabbin de Kotz qui a soutenu une révolution aussi, comme tu l'as dit, et rien ne lui est arrivé. Ils l'ont pas. Ah, si, il a dû se cacher. Ah, non, il a dû se cacher à cause des Russes, À cause des Russes, oui. mais d'un point de vue juif, on lui a pas reproché de s'être mêlé d'autre chose que de Torah. Pas du tout, parce que ce qu'il faisait là en s'opposant, en soutenant la révolution, c'est parce que le tsar avait un comportement abominable avec les Juifs. C'est ça. Mais Donc il enfin, a fait ça c'est pour. Faut pas rarissime quand oublier même que d'en voir un qui se mêle de ça, quoi. oui, mais peut-être dans le bon sens. N'oubliez pas que, Oui, oui, par exemple, au début du communisme, quand il y a eu la révolution, il y avait énormément de juifs dans les mouvements communistes parce que c'était une réaction aux exactions du tsar, faut pas ouais. l'oublier. Donc on comprend qu'au départ, ils aient soutenu les communistes pensant qu'on arriverait à une autre ère politique. Après, ils se sont trompés, mais ça, ils ne pouvaient pas le deviner. Mais c'est par opposition au tsar, qui était un antisémite absolu. Ouais, ouais. Donc oui, non, on ne leur a pas reproché. N'oubliez pas non plus que l'Admour, c'est le chef d'un groupe, c'est le monsieur qui nous guide, c'est celui qui va nous conseiller. Et donc, ce qu'il fait est bien puisque c'est pour notre bien. C'est d'ailleurs une position assez confortable pour les fidèles, parce que quand ils ont un problème, ils demandent leur Admour, et qui va prendre, je vous l'avais expliqué la dernière fois, le tzaddik, il prend sur lui une partie des soucis, des peines de ses fidèles, et ils sentent que leurs problèmes sont partagés par leur chef spirituel. Ça les aide énormément.
Ça les aide psychologiquement, ça les aide énormément. Le chassidisme est un monument d'intelligence psychologique. Ouais, ça, Et véritablement, le Admour, le tzaddik, prend sur lui, en tout cas c'est comme ça que le fidèle le perçoit, ouais. il prend sur lui une partie de la peine de son fidèle et ça l'aide à passer le cap, à surmonter ses difficultés. Mhm. C'est très intéressant. Donc, quand le Admour décide qu'il faut s'opposer, qu'il faut soutenir la révolution, c'est évident qu'il a raison. C'est évident qu'il a raison. Vous savez, l'autorité des rabbins, c'est quand même pas rien. Je ne veux pas du tout faire de politique, mais aujourd'hui, il y a un rabbin, Haredi, qui a dit il faut que son mouvement politique sorte du gouvernement, quelque chose comme ça, et ils vont le faire. C'est tout. Ils obéissent. Les députés Haredim ne prennent pas leurs décisions eux-mêmes. C'est le conseil des sages de la Torah, c'est-à-dire les rabbinim, qui décident. Ouais. Et ce n'est pas des chassidim, là. Je voulais poser une question sur la chassidoute de Chabad. J'ai l'impression que, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu différente du reste des chassidouillotes. Oui. Et que, en ce qui concerne, par exemple, les non-religieux, ils aiment beaucoup plus les Chabad que tout le reste. Ils ont beaucoup plus de contacts aussi avec des Chabad. Ils font beaucoup plus de kirouv, les Chabad, que tous les autres chassidim. Alors, les Chabad ont pris une orientation extrêmement large pour toucher toutes les couches de la population juive, du plus religieux au moins religieux. Ah, ça, c'est tout à leur honneur. Ils font un travail formidable, incontestablement. Mais je vous signale que Braslav aussi a travaillé dans ce sens-là. Et Braslav s'est développé grâce à l'adhésion d'énormément de Baalei Tchouva qui ont rejoint Braslav parce qu'ils y trouvent un enseignement qui leur convient, qui leur permet d'accéder à la datiout. Mais c'est clair que Chabad a pris une extension fabuleuse. C'est aujourd'hui et de loin la plus grande chassidoute. Et quand on parle des chassidim, tout le monde pense Chabad. C'est pour ça que j'insiste un peu, il n'y a pas que Chabad, il y a beaucoup d'autres chassidoutes qui ont tout leur intérêt ou pas, à chacun de voir. Mais c'est clair qu'ils ont pris le dessus, notamment avec leur système de restaurants cachers à droite, à gauche, etc. Et puis, ils sont beaucoup intervenus pour sauver des jeunes en perdition, par exemple en Inde ou au Népal, des jeunes Israéliens qui étaient perdus, qui étaient drogués, etc. Ils sont débrouillés pour les ramener. Ils font un travail fabuleux, fabuleux. À Paris, ils allaient regarder les sonnettes dans certains quartiers populaires, regarder les noms sur les sonnettes, et quand ils repéraient un nom juif, ils allaient sonner, voir s'ils pouvaient aider, faire Ouais. quelque chose. Ils font un travail absolument époustouflant. Absolument. Époustouflant. Autre chose? Ouais, ça va parler au fond. Hein. Ouais, j'entends au fond quelqu'un dit, voilà. Bon, mais je crois qu'on a terminé. Merci et bonsoir. Merci à vous. Dans 15 jours, si vous n'êtes pas en Dans vacances. 15 jours. Il n'y a pas de vacances, hein, nous, on travaille. Rien d'autre. Merci en tout cas. Super. Avec plaisir. À bientôt. Rak Besorot Tovot pour tout le monde. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Toc, 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 je ne vois même plus où c'est. Bon, qu'il est notre ami Yoav, ben voilà. Voilà, très bien. Rêve tov. Reftov, salut Johan.